Ce que je vais présenter ici, c'est un petit peu un retour sur le poster que j'avais fait il y a à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans, pour l'Assemblée générale, pas la dernière, mais celle d'avant, de Bi Creative. Et je vais essayer de la mettre un peu en lien, déjà de présenter assez précisément la méthodologie qu'on a utilisée et de mettre en lien un peu avec quelques résultats aussi qu'on a pu avoir dernièrement et que j'ai présenté à la dernière Assemblée générale en essayant de vraiment pas m'appesantir dessus parce que la présentation a déjà eu lieu et on va essayer d'éviter les redites. Dans le cadre de ce webinaire, je vais présenter rapidement ce que ça implique mesurer la pollinisation et comment nous, on s'y est pris avec Emmanuel, Alice et Antoine sur la logique qu'on a mis derrière. Mesurer la pollinisation, ça implique pas mal de choses. Ça implique de mesurer l'efficacité de pollinisation. Ça implique aussi des questions de spatialisation. Et donc, ça permet de caractériser la pollinisation à différentes échelles, d'après la bibliographie qui existe déjà. On peut l'avoir à très large échelle avec des mesures, on va dire, directes de pollinisation qui sont basées sur les rendements à l'échelle nationale. Ça peut être aussi de la mesure très fine de pollinisation également directe, c'est-à-dire on va mesurer à l'échelle de plantes directement l'effet que vont avoir les pollinisateurs sur les rendements des plantes. Mais à l'échelle du territoire, des paysages, on a assez peu de bibliographie qui essayent de mesurer ça parce que si on utilise des plantes qu'on peut appeler des plantes phytomètres pour mesurer cette pollinisation directe, c'est assez difficile à mettre en place à large échelle. D'un autre côté, on a beaucoup de proxys de pollinisation, c'est-à-dire mesurer, on va dire, la diversité, l'abondance des pollinisateurs pour estimer la pollinisation à travers ce biais-là. Mais il n'y a pas, enfin, en tout cas, on ne connaît pas à notre, pour nous, d'outils qui permettent de mesurer la pollinisation, on va dire réalisée, c'est-à-dire le service de pollinisation réalisé à l'échelle du territoire. Et donc, on s'est penché sur cette question dans le cadre de ma thèse. Pour revenir rapidement par rapport à ce que j'ai présenté à la dernière Assemblée générale, on va avoir cette question de modélisation que j'ai présentée juste après, qu'on va essayer de comparer aux résultats de terrain. Donc, je vais retourner sur le terrain d'ici la fin de la semaine. Euh, Pas pour faire les relevés, pour faire déjà l'échantillonnage, et puis après, on va faire les relevés sur une deuxième année. Et donc, comparer ces modélisations qu'on peut faire à partir de données soit existantes, soit de données qu'on a grâce à des entretiens avec les agriculteurs. Donc, c'est pour revenir par rapport à ce que je disais la dernière fois à l'Assemblée générale, c'est sur le réseau Scarabée qu'on va travailler principalement, avec Antoine là-dessus, sur les entretiens avec les agris. Les relevés de terrain, je les fais de mon côté avec des stagiaires pour mesurer l'abondance et la diversité des pollinisateurs via des morphogroupes, donc des relevés simplifiés, qui est également un protocole qu'on teste. Et après, les modélisations, ça va être basé sur les entretiens qu'on a et également de la cartographie d'occupation des sols. Donc, le cadre théorique et le questionnement global que je vais présenter ici, c'est qu'on a un fil directeur général qui est la déclinaison d'indices de pollinisation qu'on a à l'échelle nationale, donc qui est basé sur les rendements et donc sur la pollinisation, on va dire réalisée, c'est-à-dire vraiment l'efficacité de pollinisation, ce qui va assurer les rendements. Et on va chercher à corréler ces indices de pollinisation à l'échelle de territoire. Donc pour cela, je vais retourner sur ce qu'on a travaillé sur Dijon. On est en train d'écrire un article donc, sur la zone paysagère de Fenay, parce qu'on n'a pas encore pu le mettre en place sur Scarabée du fait qu'on manque de données de rendement pour l'instant encore. Donc, je vais présenter les données, enfin les résultats qu'on a sur Dijon. Et le questionnement aussi sur la corrélation qu'on peut avoir entre ces indicateurs de pollinisation, ces indices de pollinisation et les variables environnementales et de pratique au sein du territoire. Les deux zones d'études qu'on a
globalement pour tester nos indices de pollinisation, ça va être d'une part la zone paysagère de Fenay, donc vers Dijon, et d'autre part Scarabée, on va dire à une échelle plus un an, où on va devoir récolter les données à l'hiver prochain et tester tout ça. Donc, on a deux indices qui sont basés sur des modèles de spatialisation de la pollinisation sans observation de pollinisateurs, c'est-à-dire que c'est vraiment des modèles basés sur des données qu'on va récolter autrement qu'avec des captures ou des observations de pollinisateurs. Le premier, ça va être ce qu'on va appeler l'indice de pollinisation potentiel, IPP, qui est un outil prédictif du service de pollinisation et qui revient par rapport à ce que je vous disais au tout début, où on va utiliser comme proxy l'abondance, la diversité des pollinisateurs présents comme indicateur de pollinisation. C'est-à-dire qu'on va modéliser à partir de l'occupation du sol la présence de pollinisateurs pour estimer le service de pollinisation qu'il va y avoir sur notre territoire. Et le deuxième, c'était la cartographie que j'avais présentée au tout début, donc de Martin et al., qui est un article qui a été publié en 2019, et qu'on va appeler l'indice de pollinisation réalisé, et qui va être un retour au service de pollinisation à partir des données de rendement final qu'on va avoir. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire jouer la différence qu'il y a entre des plantes qui sont dépendantes aux pollinisateurs, qu'on peut avoir dans les grandes cultures, comme le colza ou le tournesol, par rapport à des graines, donc des plantes dont les rendements ne sont pas dépendants des pollinisateurs, comme le blé et l'orge. Je vais expliquer le raisonnement après, mais en gros, ça va être vraiment basé sur les rendements. Donc, je vais m'intéresser et je vais vous présenter rapidement comment fonctionne l'indice de pollinisation potentielle au départ. Donc, ça fonctionne en se mettant à la place d'un pollinisateur. On se place du point de vue d'un pollinisateur, globalement, c'est automatisé, mais on va donner plein de données au modèle, c'est-à-dire qu'on va avoir notre cartographie d'occupation du sol. Et à chaque milieu, donc chaque type d'occupation du sol, on va donner des notes. On va donner une note qui va être sur, on va dire, la la nidification qui est possible ou globalement l'accueil des pollinisateurs pour une vie, entre guillemets, c'est-à-dire pour établir des nids ou pour s'abriter. Et une note pour la ressource florale. Pour ça, on a travaillé avec James Desaguer qui avait travaillé à Dinafor là-dessus et qui a fait un découpage mois par mois qu'on a repris et adapté à Dijon par rapport à Toulouse sur les dates de floraison à la fois des plantes cultivées, mais également ça avait été fait avec un consensus d'experts sur donner des notes au milieu semi-naturel, c'est-à-dire au bois, est-ce qu'il va y avoir un petit peu de ressources florales, etc. Et quelle va être cette note par rapport à des champs de colza, etc. Donc on a repris cette méthodologie-là, on donne des notes à tous ces milieux et l'algorithme va calculer pour chaque pixel de sortie en fonction de, on va dire, la facilité pour établir des nids, etc. et toutes les ressources florales qu'on peut avoir autour la probabilité qu'il y ait une présence de pollinisateurs à cet endroit-là. Donc globalement, pour résumer, voilà ce qu'on a comme données. Donc c'est le tableau dont je vous ai parlé qu'on remplit avec le type d'occupation du sol, les notes. La carte d'occupation des sols, donc ça j'avais vu avec Sandrine, on a utilisé la méthodologie ALM de l'INRAE pour faire on a repris en fait la base de données de Feney qu'on a couplé au RPG pour toutes les parcelles environnantes à Feney, calculer aussi bah, du coup les ressources florales qu'on a tout autour. Et également, on a utilisé Ozo pour les milieux semi-naturels qu'on peut retrouver et les zones urbaines aussi. Et donc maintenant ils ont changé un petit peu, c'est un tout petit peu changé au niveau de l'interface du logiciel. C'est un petit peu plus moderne, on va dire, mais globalement on va rentrer toutes ces couches avec en plus de ça
pour notre pollinisateur, on va dire la distance de vol. Donc, c'est juste pour revenir là-dessus. Notre alpha S, on va le définir nous-mêmes. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de prendre un pollinisateur moyen qui a une distance de vol entre 400 et 500 mètres pour représenter à la fois, on va dire, les plus petits pollinisateurs et les plus grands qui ont une distance de vol plus élevée. Donc voilà pour la présentation de l'indice de pollinisation potentielle. C'est un outil qui a été plutôt éprouvé par rapport à pas mal de données de terrain, notamment on va dire de la comparaison entre capture en pan-trap et Invest. Donc on s'est fié à cet indice-là pour avoir un proxy du service de pollinisation à partir de l'abondance de l'abondance de pollinisateurs. Donc, je vais passer un petit peu plus de temps pour présenter l'indice de pollinisation réalisé, qui est un petit peu plus innovant, qui a été fait à grande échelle, donc avec des grandes bases de données basées sur les données Agrest, et que nous, on essaye de décliner sur des plus petits territoires avec des bases de données plus limitées et voir comment ça fonctionne. Donc, la méthodologie de l'indice de pollinisation réalisé, tout d'abord, pour présenter la philosophie générale, c'est un indice qui est basé sur la mesure directe du rendement des cultures. Et vu que le rendement des cultures est influencé par de nombreux autres facteurs, je parle des plantes dépendantes aux pollinisateurs, mais que le résultat final pour ces plantes influencées par dont les rendements dépendent des pollinisateurs, on va les estimer un petit peu près égales par ailleurs pour une même année, c'est-à-dire que sur un territoire, on va considérer que la pluviométrie va être à peu près la même sur une année pour toutes les zones sur 1000 hectares. Et bah du coup, on va considérer que ce qui va influencer les différences de rendement entre les colzas, entre l'est ou l'ouest d'un territoire, ça va être plutôt le service de pollinisation. Donc, l'étape 1, ça va être de standardiser les rendements. Donc là, ce qu'on fait, c'est juste comme objectif d'avoir la même gamme de variations pour tous nos rendements. Donc, nos rendements de blé qui vont être plus élevés, par exemple, que le colza ou la moutarde. Comme ça, tout est mis sur un même pied d'égalité en standardisant ces rendements et en les ayant autour de zéro. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est associer des dépendances aux pollinisateurs à chacune des cultures. C'est-à-dire que le blé va pas être du tout dépendant aux pollinisateurs, au contrario de la moutarde qui va être moyennement dépendant aux pollinisateurs, et les pommes, les melons, enfin beaucoup d'autres fruits et légumes vont être très très dépendants aux pollinisateurs pour assurer leur rendement. On a typiquement l'exemple des tomates qu'on peut avoir sous serre où on met des bourdons en plus pour qu'il y ait une pollinisation et qu'il y ait des tomates derrière. Donc nous, en territoire de grande culture, on va plutôt s'intéresser aux deux premiers groupes, donc les plantes qui ne sont pas dépendantes aux pollinisateurs et les plantes modestement dépendantes aux pollinisateurs. Et à partir de cela, vous voyez qu'en fait, on va mettre tous les rendements pour un découpage spatial. J'expliquerai après. Donc, tous les rendements standardisés de blé, par exemple, sur une zone. Tous les rendements standardisés de moutarde, de colza, de tournesol, à 25% de dépendance au pollinisateur à peu près. Et ça nous permet d'établir une régression sur cet endroit-là. Donc le découpage spatial, ça va être nous qui le choisissons. Donc on peut choisir sur une zone de 1000 hectares de la découper en quatre de façon totalement arbitraire et de prendre dans chacune des quatre parties tous les rendements qui sont dans la partie en haut à gauche, toutes les parties dans la zone en haut à droite, etc. Et dans chacune de ces zones, on fait des régressions, enfin une régression comme j'ai présenté juste avant, et ça va nous donner donc plusieurs types de enfin plusieurs régressions en fonction des zones. L'idée, c'est que quand une régression va être négative, c'est que les plantes dépendantes aux pollinisateurs vont avoir un rendement relatif inférieur aux autres rendements de la zone, alors que les plantes qui ne sont pas dépendantes aux pollinisateurs ont un rendement relatif un peu plus élevé que les autres plantes, enfin que les autres plantes non dépendantes aux pollinisateurs de la zone d'étude. Et inversement, quand la pente est positive, bah, il y a un meilleur rendement relatif des plantes dépendantes aux pollinisateurs, ce qui nous fait émettre l'hypothèse que quand c'est négatif, il y a un déficit de pollinisation sur l'unité considérée, et quand c'est négatif, pardon, il y a un déficit de pollinisation sur la sous-unité considérée, et quand c'est positif, la pollinisation est plutôt bonne sur la sous-unité considérée.
Donc, il y a plusieurs manières d'appréhender le découpage spatial. La première méthode qu'on a faite et qui nous a servi aussi pour représenter nos cartes, etc., c'est d'avoir, comme ce qu'avait fait Séverin Ivos dans sa thèse, une méthode des parcelles stables, c'est-à-dire qu'on va superposer et on va découper les parcelles en superposant les cartographies de plusieurs années successives pour voir quelles sont comment dire, les unités spatiales qui restent stables dans le temps. C'est-à-dire que si un agriculteur ou une agricultrice décide de couper sa parcelle en deux une année, eh ben, on va considérer qu'il y a deux unités spatiales stables. Si après, c'est pas redécoupé en trois ou en quatre. Après, sinon, il y en aura trois ou quatre. Mais imaginons qu'il y a la grosse. Oh, on voit ma souris ou pas? Si on voit ma souris, en gros, imaginons que cette grosse parcelle-là Oui. soit séparée en deux l'année suivante. Et ben dans ce cas-là, on va garder ces deux sous-unités comme des parcelles stables qui vont rester pour la fin, pour la représentation spatiale qu'on va faire. À côté de ça, on a la méthode des clusters. Donc, en gros, ça va être par répartition spatiale. On va faire des clusters, c'est-à-dire qu'on va regrouper plusieurs parcelles entre elles en fonction de la proximité qu'elles ont entre elles. Et ça sert notamment à avoir plus de données, donc pour faire des régressions de meilleure qualité sur chacun des découpages spatiaux. Et la dernière méthode qu'on utilise, ça va être un petit peu plus compliqué à expliquer, mais je vais essayer quand même d'être assez clair. C'est une méthode qui s'appelle la méthode des fenêtres glissantes en statistique. Donc, c'est-à-dire qu'on va découper notre territoire selon des grandes fenêtres. Et en fait, on va décaler ces fenêtres d'un certain pas. Et sur chacune des fenêtres, on va calculer une régression. Donc, ces grandes fenêtres, c'est ce que vous avez en bleu et en pointillé bleu et orange. Et en fait, sur nos pixels de sortie, donc ils vont avoir le même pas que les décalages des fenêtres. Et en gros, un pixel donc, de sortie, c'est-à-dire ce que vous avez ici en bleu avec des hachures, c'est en fait la moyenne de toutes les fenêtres glissantes, donc de toutes les régressions que vous allez avoir eues qui se superposent à ce pixel-là. Et donc l'idée, c'est d'avoir une moyenne lissée sur une zone tout autour et ça permet aussi de considérer un peu plus, comme le fait l'autre indice que j'ai présenté avant, les déplacements des pollinisateurs et leur distance de vol qu'ils peuvent avoir. Donc là, vous avez en bleu toutes les fenêtres qui comptent pour le calcul du pixel de sortie, et en orange, cette fenêtre qui est en dehors de notre pixel de sortie et donc qui ne contribue pas à la moyenne qu'on a sur ce pixel de sortie. Donc au maximum, ça va être les fenêtres enfin les pixels de sortie qu'on va avoir au milieu, ils peuvent être composés de moyenne de 16 fenêtres glissantes différentes. Donc maintenant, je vais passer au résultat et comment on a fait pour raisonner. Donc l'indice de ponisation potentielle, donc celui que j'ai présenté au tout début, c'est-à-dire basé sur l'occupation du sol uniquement, nous permet d'avoir des cartographies comme celle-ci avec Invest, c'est-à-dire avoir les milieux semi-naturels qui ressortent comme plutôt bons, les zones urbaines un peu denses, on va dire, qui ressortent comme plutôt négatives. Et en fait, des champs avec plus ou moins de rotation ou de ressources florales qui sont influencés aussi par les zones qu'on retrouve autour. Et donc, l'influence des milieux semi-naturels va se faire ressentir dans les champs. Ce qu'on fait, c'est que nous, on s'intéresse vraiment uniquement aux parcelles et au rendement avec l'autre indicateur. Et donc, on a tout projeté sur les parcelles pour pouvoir faire une comparaison. Et donc, on a fait pour chacune des parcelles, tac, j'ai perdu ma souris, pour chacune des parcelles, la moyenne de toutes les probabilités de présence de pollinisateurs pour avoir un indicateur de pollinisation sur chacune des parcelles. À côté, sur les fenêtres glissantes, donc, vous avez vraiment cet aspect qui est des pixels de sortie qui sont assez larges
Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous ces pixels de sortie et on a fait des moyennes pondérées sur chacune des parcelles pour pouvoir le comparer à l'indicateur que j'ai présenté juste avant. Donc là, on a plusieurs découpages possibles. Ce que je vous présente ici, c'est avec des fenêtres glissantes qui font 2000 mètres par 2000 mètres et où les pixels de sortie font 500 mètres par 500 mètres. Mais on peut faire des découpages plus fins au risque de perdre de l'information. Typiquement, vous voyez que ici, on n'a pas d'information sur ces parcelles-là parce que on n'a pas assez de données de plantes dépendantes et de plantes pas dépendantes aux pollinisateurs sur nos grandes fenêtres glissantes pour calculer un indice sur ces parcelles-là. Mais on a un découpage plus fin et éventuellement un grain un petit peu plus fin pour le service de pollinisation. Donc là, c'est avec des fenêtres qui font 500 mètres par 500 mètres et où les pixels de sortie font 250 mètres par 250 mètres. Donc, je vais reprendre sur les grandes fenêtres glissantes, c'est ce qui marche le mieux au niveau de la corrélation par rapport à l'indicateur de pollinisation potentielle, donc basé sur sur l'occupation du sol. Et donc, ce que vous voyez, c'est que globalement, on a un peu un gradient est-ouest qui se dégage dans les deux cas. Et quand on fait une corrélation de Pearson, on voit qu'il y a une corrélation qui est assez bonne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas incroyable, on n'est pas à 1 de corrélation, mais on retrouve quelque chose qui est plutôt intéressant. Et donc, ça nous met sur la piste que peut-être quand même on arrive à mesurer la pollinisation de deux façons différentes et que on a un service de pollinisation commun qui se dégage. Donc voilà à quoi ressemble la régression. Je vais passer assez rapidement dessus. Et pour tous les découpages spatiaux qu'on peut faire, on a une corrélation significative. On voit qu'elle est meilleure donc du coup pour le découpage fenêtre de 2000 par 2000 et des pixels de sortie de 500 mètres. Mais dans tous les cas, c'est significatif et on a des corrélations qui sont assez légères à pas trop mauvaises dans tous les cas. Donc c'est un point positif pour cette méthode et la comparaison d'indices qu'on a fait sur le territoire de Dijon. L'approche par cluster à côté, donc là, ça va être fixe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lissage. On prend de façon très fixe nos parcelles donc sur plusieurs années. Et ce qu'on voit, c'est que il y a une corrélation significative avec l'IFT. On a fait un IFT moyen, fongicide, insecticide, donc sur leur effet direct sur les pollinisateurs, et herbicide sur l'effet indirect que ça peut avoir avec moins de ressources florales via moins d'adventices pour les pollinisateurs. Et donc là, c'est significatif avec l'IFT, mais pas avec pas avec l'autre indice de pollinisation, qui n'est pas significatif. Ce qu'on a vu en fait là-dedans, c'est que il y avait une très forte influence de certaines zones. Et en fait, c'est des zones où il y a un petit peu, on va dire, de l'utilisation moins intensive de pesticides. Et quand on les enlève en fait de la base de données, il y en a à peu près une dizaine de zones comme ça. La corrélation est plus significative. Donc, parce que notre modèle n'était pas incroyable au départ, quand on regardait un peu les statistiques derrière. Et donc, ce qu'on en a déduit, c'est que il y avait une forte influence quand même de ces zones-là, qu'il fallait pas forcément les exclure, mais que quand même il fallait rester un peu avec des pincettes sur nos résultats sur ces IFT parce que c'est vraiment un groupe de parcelles qui est assez homogène, c'est-à-dire quand il y a moins d'IFT, il y a quand même un bien meilleur service de pollinisation globalement. Et on retrouve là c'est la carte avec les IFT où on retrouve en fait des zones comme ça qu'on a sur l'indice de pollinisation réalisé qui sont communes en fait donc en vert qui sont plutôt bonnes et des zones plutôt mauvaises qui ressortent également comme communes et ça influe pas mal notre corrélation. Donc là, c'est aussi, on a fait plusieurs découpages avec plusieurs clusters, enfin
un nombre de clusters variables. Et dans tous les cas, c'était significatif pour l'impact, enfin la corrélation entre IFT et indice de pollinisation réalisé. Pour les microparcelles ou parcelles stables, j'ai repris l'appellation sans faire exprès de Séverin, donc microparcelles, qu'on nous on a appelé plutôt parcelles stables. C'est pareil en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelques parcelles qui ont un, un indice, enfin un traitement phytosanitaire un peu moins élevé, où l'indice de pollinisation est plus élevé, et donc forcément, quand on les enlève, la corrélation est plus significative. Donc, ce qu'on a comme résumé global, c'est que avec notre méthodologie fenêtre glissante, où il y a quand même du lissage, un peu comme sur du coup l'indice de pollinisation potentiel, on a une corrélation significative et plutôt forte entre notre indice de pollinisation réalisé basé sur les rendements et notre indice de pollinisation potentiel qui est basé sur l'occupation du territoire, mais pas avec l'IFT. Donc, quand on est à cette résolution qui est quand même plus large que les deux autres, il semble que quand on regarde vraiment avec un œil assez large notre territoire, les deux indices se corrèlent plutôt bien. Et quand on regarde avec un œil un petit peu plus précis, un peu plus fixé sur les parcelles, donc l'indice de pollinisation réalisé qui est sur des clusters ou sur des parcelles stables, dans ce cas-là, il n'y a pas de corrélation significative qui se fait sentir avec l'autre indice basé sur l'occupation du sol. Mais avec IFT, quand on inclut les parcelles, on va dire, un peu moins traitées, là, il y a une corrélation significative et positive. Et donc, je reviens à ce que j'avais dit au tout départ. L'idée à terme, c'est de lier ces deux modèles qu'on va avoir au relevé de terrain pour voir si donc on a à la fois la possibilité de mesurer l'indice de pollinisation basé sur l'occupation du sol, sur les rendements, donc qui serait assez facilement entre guillemets calculable sur des territoires de grande culture. Il suffit d'avoir plusieurs rendements sur plusieurs années pour le calculer, et ça se fait avec une boucle et ça se calcule automatiquement. Dans des grandes cultures où pas mal d'agriculteurs ont ces données qui sont comment dire, informatisés. Si on arrive à les mobiliser, ça pourrait être plutôt utile. Et nos relevés de terrain, donc on fait, comme je l'avais présenté à la dernière Assemblée générale, des relevés simplifiés, mais non létaux pour les pollinisateurs, qui sont aussi assez simples à faire, qui sont également peut-être des proxys pour mesurer le service de pollinisation au sein des parcelles. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer de mener sur Scarabée à partir de 2 années de terrain et des entretiens avec des agriculteurs pour avoir ces données de rendement et éventuellement aussi des données phytosanitaires sur les parcelles alentours qu'on peut avoir aux agriculteurs et agricultrices avec qui on travaille déjà. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention et puis je crois qu'il y a un petit temps de questions, avait dit Aude au tout début. Ok, donc merci pour l'invitation. Donc on va parler d'évaluation de la biodiversité. Alors j'ai pas beaucoup parlé de valorisation. En fait, je crois que j'ai pris un titre d'une autre présentation. Désolé. Alors donc la biodiversité, c'est assez complexe. Il y a plusieurs dimensions, plusieurs niveaux. On va surtout s'intéresser aux espèces cet après-midi et on va s'intéresser surtout à la biodiversité sauvage associée au milieu agricole. Et puis surtout, parmi toutes ces variables essentielles de la biodiversité, on va s'intéresser à la diversité des communautés, abondance, richesse spécifique. Alors, il existe de nombreux indicateurs, hein. Donc, les plus courants ou couramment utilisés, je dirais, par les écologues, ces indicateurs d'état ou d'effet ou de résultats ou, ou indicateurs directs versus des indicateurs de pression ou de cause, de moyens ou des indicateurs indirects. Alors, comme
Alors, ces indicateurs d'état souvent sont pour des états de lieu, pour suivre les évolutions, aussi pour faire de la communication, alors que les indicateurs de suivi de pression sont pour oui, suivre la pression sur la biodiversité, faire de la communication sur les progrès des pratiques. Alors, les indicateurs d'état, c'est des photos à un instant donné, avec quand même un problème, c'est qu'ils sont compliqués à mettre en œuvre et le lien avec les pratiques n'est pas forcément évident. Et les indicateurs de cause sont faciles à mettre en œuvre si on a accès aux données sur les pratiques, ce qui à un niveau, à des niveaux supérieurs d'organisation est pas si évident et la qualité prédictive, si on les prend un à un, est très faible. On n'aura même pas des coefficients de 0,6 de corrélation de 0,6. Donc, il y a des différentes initiatives qui ont proposé des suivis justement d'indicateurs d'état basés sur des suivis de diversité, d'abondance, de groupes taxonomiques décrits plus ou moins finement. Vous voyez qu'il y a des groupes qui ressortent assez, assez souvent, les oiseaux, les vers de terre, les pollinisateurs justement. Et alors, les agriculteurs, eux, s'intéressent plus au groupe taxonomique des fonctionnels, alors que la société a un intérêt particulier, surtout pour certains groupes taxonomiques un peu emblématiques, comme les papillons. Alors, on peut citer aussi des initiatives comme les indicateurs de l'association Noé dans le club Agatha. Ils en ont proposé 14, dont 6 indicateurs de pression, dont les infrastructures agroécologiques a signalé quand même, je le signale, c'est qu'ils ont fait des manuels méthodologiques assez intéressants, assez précis, surtout sur la question des infrastructures agroécologiques avec la largeur des haies, quelle largeur il faut prendre, comment on retourne à une surface réelle. Se pose la question, on a souvent ces indicateurs d'état et de pression ensemble, c'est le cas si on applique la méthode Noé, mais comment on relie les deux? Et c'est là l'intérêt de ces indicateurs prédictifs, une troisième famille qui permet de faire des évaluations ex ante, en fait des indicateurs qui reposent sur des modèles. Et en fait, ben, Invest, on vient d'en citer un qui est lui destiné à évaluer un service écosystémique. Et donc, ça permet effectivement de faire des évaluations ex ante. Que se passe-t-il si on change telle pratique pour faire de l'amélioration ou travailler dans la conception de systèmes innovants, voire de territoires innovants? Alors, ils reposent sur un bon compromis entre indicateurs de pression et d'état. Au niveau de la qualité prédictive, on va voir s'il y a encore il y a encore des questionnements. Alors, l'objectif vraiment de la présentation, c'est de vous présenter 3 indicateurs prédictifs développés au LAE, complexité croissante, un indicateur développé dans le cadre d'un projet européen. Alors, il y a une petite publication dont je suis le premier auteur, mais c'était pas forcément centré juste sur cet indicateur, c'était sur tout le travail. Un indicateur, je dirais, de complexité moyenne, BioSyscan, et un indicateur un peu plus complexe. Alors, on va commencer avec biodiversité NIVA, un travail qui a été mené avec Clélia Sirami et James Deseguer a participé, donc il n'est pas là, je crois, aujourd'hui, mais on le cite plusieurs fois. Apparemment, il contribue beaucoup sur ce sujet. Donc, le projet NIVA, c'est un projet européen destiné, en fait, à améliorer tous les instruments de la PAC, AICS, Ajax, ouais, comme on dit. Donc, et c'est un projet conduit par un collègue de Wageningen. Et pour la France, en fait, on avait en charge un cas de user case centré sur les indicateurs agri-environnementaux, ou dans lequel on a travaillé notamment sur cette question de biodiversité à côté des bilans carbone et de la lixiviation des nitrates. Et en fait,
donc un travail au niveau de la PAC, donc au niveau régional, voire national. Donc il fallait avoir des données disponibles à cette échelle. Alors on est parti d'une base de données du projet Farmland, donc publié par Clélia, et je vois qu'il y a une coquille, puis c'est 2019. Et donc, on est parti, on a utilisé un outil de construction d'arbres de décision pour agréger ces variables que j'ai développé, donc Contra. Donc, le projet a permis d'identifier, James a repris toute la base de données Farmland qui a été des mesures de biodiversité dans 7 paysages, je crois, pour 7 taxons qui ont été agrégés. Et puis, en faisant je crois une approche de partition de variance, il a pu trouver des pourcentages de variance expliqués, notamment pour 4 variables, nombre de cultures, la diversité des cultures et les couvertures, des couverts semi-naturels, la taille des parcelles. Il a essayé aussi sur les surfaces en agriculture biologique et en prairie. Et c'était vraiment un travail sur ces 2 variables qu'il avait aussi refait toute l'analyse, et ça n'a malheureusement pas donné grand-chose. Et puis, donc, à partir de ces points, on les a introduits dans le logiciel, dans l'outil Contra qui construit un arbre de décision qui transforme, les variables ont été transformées en favorables, défavorables. Et là, vous n'avez pas l'arbre de décision complet, mais surtout un classement s'il est complet, mais c'est pas dans le sens, il a été ordonné sur la base des variables de sortie. En fait, si on introduit des poids dans l'outil, il sort des valeurs calibrées dans ce cas-là, sur la variable de sortie, c'était le MDI calibré. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que donc dans l'étude, dans les données, on a identifié des interactions, par exemple, entre la diversité des cultures et les surfaces, des couverts semi-naturels, pour ne pas dire les habitats. Et donc, pour tenir compte de ces interactions, il est possible dans l'outil Contra d'introduire des valeurs de correction dans les arbres de décision, dans la colonne grise. Et puis après, il a fait toute une analyse statistique pour caler ces variables, ces valeurs de correction pour arriver au modèle qui collait le mieux aux valeurs d'entrée, au jeu de données. Alors c'est un peu compliqué, c'est la cuisine. Avec des valeurs prédictives quand même, des R2 de 0,10, on est dans des R de 0,30. Alors, pour mettre en œuvre cet indicateur, il y a au niveau territorial, il faut aussi pour la diversité des cultures, il faut tenir compte des nomenclatures des cultures. Pas toujours si simple que ça. Pour la taille des parcelles, on utilise le RPG brut. Pour les couverts semi-naturels, on utilise en fait les surfaces semi. Alors, je me trompe pas, on va utiliser, oui, le RPG, la base des surfaces semi-naturelles et la BD topo. Et puis, on enlève aux surfaces cultivées toutes les surfaces artificialisées. Donc, c'est toute une cuisine. Et puis, on a des sorties. On a aussi dans l'indicateur un indice qui définit en fait la validité. Est-ce qu'on est dans le domaine de validité du modèle ou pas, grâce à un indice de Mahalanobis, mais dont je ne vais pas vous expliquer tout le calcul, mais c'est basé sur des distances des variables. Et puis un exemple, c'est le calcul de l'indicateur sur un département comme le Gers, ou la moitié du Gers plutôt. Donc, vous voyez l'indicateur qui varie entre 0 des surfaces claires à 100 des surfaces foncées. Et vous voyez que sud du département, sud-ouest a des valeurs supérieures. Dans la partie supérieure de cette moitié du département, vous avez quelques zones comme des couloirs qui peuvent correspondre peut-être à des cours d'eau. Donc, on voit quelques effets. Et après, il faut retourner sur le territoire
essayer de comprendre tout ça, sachant donc que les cases blanches, ce sont des cases où on est en dehors du domaine de validité et on n'a pas de calcul. Alors, on passe à l'indicateur BioSyscan développé avec Bastien Dalla Porta de l'ITA. Bon, en fait, c'est parti de travaux dans groupe de travail indicateur, oui, de tout, de l'affichage environnemental des animaux. Donc, un sujet assez chaud et qui toujours pas abouti. Il y a eu cette proposition où, plutôt au départ, même, c'était juste une présentation de l'approche de Lindner et Hall en 2019 qui a été publié en 2019. C'est un spécialiste d'analyse de cycle de vie qui proposait d'utiliser la logique floue, ce qui est quelque chose que donc j'utilisais avec la méthode contrat. Mais dans son indicateur, il y avait des incohérences. Il proposait comme variable d'entrée à la fois des variables d'état sur les adventices, la densité d'adventices, et de cause sur les pratiques. Et puis, ça reposait sur une variable de sortie qui n'était pas une variable de biodiversité telle qu'elle, mais sur le concept de naturalité ou de distance à la naturalité. Puis j'ai proposé, commencer à réfléchir sur une nouvelle méthode. Et puis on s'est rencontré avec l'ITAB qui travaillait sur le Planet Score et du coup on a travaillé ensemble sur cette méthode BioSyscan. Donc, si on part donc de la structure générale de BioSyscan, en fait, on va évaluer une variable de biodiversité globale. Alors là, on n'est pas du tout explicite sur la biodiversité, qu'on décompose en deux sous-variables de sortie sur la biodiversité liée aux espèces mobiles et puis une deuxième sur les espèces immobiles ou inféodées au sol puisqu'on sait qu'il n'y a pas les mêmes variables qui jouent. Et sur la partie mobile, on va s'inspirer beaucoup de l'approche précédente, en fait, sachant quand même qu'on va proposer précédente et en même temps sur ce qu'on sait on a rajouté quand même les intrants cette fois-ci en tenant compte qu'on décompose un second niveau, second arbre, on va voir en fonction des intrants, c'est le type et les quantités de fertilisants et la quantité de pesticides. Et puis, pour le deuxième, il y a le travail du sol qui est lui-même décomposé, la couverture du sol aussi décomposée en dessous variables et le nombre de cultures encore une fois. On a gardé que le nombre de cultures. Alors, on a mis aussi des poids. Donc, un certain nombre de poids, certains ont été effectivement inspirés de l'étude précédente, de l'étude de Cirami. Et puis d'autres, c'est par expertise, par défaut, on met le même poids quand on n'a pas d'autres informations sur les pesticides. Sur les intrants, on a quand même fait un choix de donner trois quarts du poids aux pesticides. Et une fois qu'on a, donc voilà, il y a un certain nombre de publications qui nous ont guidés, et notamment le fait de distinguer les deux groupes, ça venait déjà de l'étude INRA de 2008, l'expertise collective. Et puis, deuxième étape, on a paramétrisé ça en utilisant encore une fois la méthode contrat. Et là, je vous fais rentrer un peu plus dans le détail. Si on prend juste, je ne vais pas vous expliquer tout l'arbre, mais le sommet de l'arbre, donc le dernier arbre donc qui évalue l'effet de la biodiversité globale en fonction de la biodiversité qu'on a sur les espèces mobiles et les espèces immobiles. Donc il faut définir donc la variable de sortie, encore une fois, elle est définie sur une échelle entre 0 et 100. Et puis pour éviter des unités comme on a vu dans Invest, là je crois des 0,06, 0,05. Et puis pour chaque variable, on définit un ensemble flou de transition. Donc sous-ensemble flou, il faudrait dire. Donc
par rapport à la limite défavorable et favorable pour la biodiversité, on n'a que deux classes qui sont séparées par ce sous-ensemble flou de variations. On sort en fait de la logique booléenne, mais j'ai pas le temps de vous expliquer tout ça en détail. Il faut des fonctions d'appartenance justement pour donner un degré d'appartenance de chaque variable à ces deux sous-ensembles. Et donc là, en fait, on a choisi des fonctions linéaires. Hein, quand euh, la variable mobile est à zéro, mais c'est totalement défavorable. Et c'est totalement défavorable et c'est pas du tout favorable. Voilà. Donc des degrés d'appartenance respectifs de 1 et de 0. On peut prendre d'autres fonctions d'appartenance au bas de l'arbre en fonction, par exemple, de la quantité d'engrais. On a d'engrais azotés, on n'a pas utilisé de fonction linéaire par défaut. Et puis on a donné il faut rentrer un poids là pour le choix supérieur. On a choisi une équipondération donner le même poids faute d'informations aux deux types de biodiversité. Et puis après, comme avant, il faut rentrer ça dans l'arbre de décision, donc c'est assez simple. Et on a rajouté quand même des variables, une petite correction en considérant que si une des deux composantes de la biodiversité était défavorable, on n'acceptait pas une compensation qui donnait une valeur de 50, mais on diminuait l'indicateur à 30. Et puis après, voilà quelques exemples. Alors, l'indicateur, il est calculé. On a des arbres spécifiques pour la grande culture, la viticulture, l'arboriculture et les prairies. Et vous voyez là, on a fait des calculs sur quelques systèmes et vous voyez un degré de variation. Donc, pour les prairies, on a des systèmes qui varient entre 40 et 90. L'arbo et la viticulture entre 18 et 60. Et les grandes cultures, on a un système qu'on a réussi à descendre jusqu'à 2. Mais je ne suis pas certain qu'on ait pris là tous les exemples extrêmes qu'on ait pu trouver. C'était pour faire, mais en tout cas, l'indicateur est très sensible. Et si on prend quelques exemples on a fait des calculs sur des labels particuliers. Donc là, vous avez les résultats pour en grande culture, cette fois-ci, des systèmes en biodynamie, agriculture biologique, le label clé des champs là, de l'APA, sur l'agriculture de conservation, et puis 3 labels, 2 HVE, un label privé. Et puis, vous voyez, effectivement, ce qui est intéressant, c'est le label d'agriculture de conservation qui a un très bon résultat pour tout ce qui est biodiversité liée au sol, mais qui est moins bon sur les mobiles puisqu'il n'y a pas d'indication dans le cahier de charge. Donc, on a mis des hypothèses assez basses, proches de ce qui se passe en grande culture. Donc, pas de restrictions sur les phytos, sur l'azote, pas d'indication sur les habitats semi-naturels. Et puis, on peut remonter dans le logiciel et aller voir les variables d'entrée qui expliquent chaque de base, qui elles sont exprimées en valeur d'appartenance. Donc, on peut voir les valeurs qui ont un effet positif. Alors, pour le cahier de charge de l'agriculture de conservation, ce qui joue là où il y a une indication, une recommandation, une obligation même, c'est d'avoir un nombre de cultures suffisant. Et puis pour le bio, vous voyez que c'est les intrants qui sont plutôt favorables. Voilà, j'ai donné. Et puis, bon, HVE ne va pas très loin pour l'instant, mais je crois que c'était même. Peut-être maintenant, on aurait quelques indications supplémentaires avec la nouvelle version d'HVE, puisqu'il y a quand même une indication sur la taille des parcelles. Et si je prends le troisième indicateur, est-ce que j'ai encore un peu de temps? Ouais. Donc, eBio, donc, qui a été développé dans la thèse d'Emma Soulet, une thèse CIFRE avec une coopérative très intéressante, petite coopérative de l'Aube, l'Ascara. Donc là, on a cherché à enrichir la méthode Indigo avec un travail
d'intégration des impacts environnementaux, services écosystémiques, et on a développé ce nouvel indicateur e-bio sur biodiversité, donc en collaboration avec des chercheurs du James Hutton Institute à Dundee, qui avaient travaillé sur le modèle DEXI-CSC. C'est un modèle assez complexe d'évaluation de la durabilité. Il y avait une branche biodiversité qui mélangeait biodiversité et services écosystémiques. Du coup, on a gardé cet outil et on a refait un indicateur e-bio. Voilà un autre exemple de choix contingent d'outils, comme nous en parlait Thibaut avant. Donc, c'est pas qu'au niveau stagiaire, Thibaut, qu'on fait ça. Alors, en termes de méthode d'agrégation, donc on a utilisé Dexi plutôt que Contra. Alors, Dexi, c'est très utilisé à INRAE, c'est un logiciel publié des règles de décision si alors. Donc, ça, c'est très compréhensible, mais il y a un problème de transparence. Il y a des classes qualitatives, donc vous avez des effets de seuil. Très vite, on a une explosion combinatoire. On peut avoir des tableaux, c'est dénommé une fonction d'utilité, des règles de. Donc, pour un sous-arbre, vous pouvez avoir 1025 ou 600 lignes à remplir. Donc, on est tenté d'utiliser les poids automatiques, mais là, pour moi, il y a une question de transparence, et c'est un peu tous ces constats sur Dexi, puisque je faisais partie des utilisateurs du groupe INRAE qui a travaillé, qui m'a conduit aussi à développer Contra. Puis on avait une expérience dans la logique floue déjà, qui permet de combiner arbre de décision et approche continue. Et puis dans le cas, on n'aura que 32 règles au max 6, il y a 5 variables. Et puis il y a cette possibilité de corriger les règles de décision préfixées, mais l'utilisateur est obligé de le mettre dans le logiciel et d'expliquer pourquoi il le fait. Ça a été un travail publié aussi, mais en cours d'informatisation, Contra sera disponible dans quelques semaines sur la plateforme MINS pour faire des arbres de décision. Alors, c'est les explications des calculs qui un peu sont point faible, toujours. Logique floue, ça. Et puis, les valeurs qu'on obtient peuvent parfois être un peu surprenantes. Alors, l'arbre de décision, hein, c'est un peu petit, désolé. Donc, il y a encore une note de biodiversité globale à 5 classes. Et donc, vous avez là il y a 4 groupes. Alors, pourquoi c'est allé tout de suite? Oui, il y a 5 groupes en fait taxonomiques, les micro-organismes, les plantes, et 6, même si je divise les plantes en adventices et flore semi-naturelle, les invertébrés du sol, les invertébrés volants et les vertébrés. Et en fait, à part les autotrophes, donc les plantes, on a chaque fois une évaluation des effets directs et des effets indirects via le réseau trophique. Bah donc, par exemple, les invertébrés se nourrissent, les invertébrés volants ont besoin des plantes, un certain nombre. Donc, si on touche aux plantes, ben, ça sera un effet indirect aussi sur les invertébrés, volants en tout cas. Pour les vertébrés, je crois qu'on a mis la végétation et les invertébrés. Et puis après, vous avez un certain nombre de variables qui interviennent. Je vais pas faire, on va peut-être prendre juste en dessous les vertébrés. Donc, ben, comme dit, les vertébrés, pour les pressions tropiques, et les effets directs, il y a les pesticides, il y a la flore semi-naturelle, il y a l'utilisation des machines aussi, travail du sol et le fauchage. Et en termes de réseau trophique, comme dit, il y a les effets qui sont sur la végétation et sur les invertébrés. Et ça par des fonctions si alors en classe faible, moyen, où je crois que la biodiversité globale, elle est en 5 classes et les variables d'entrée en 3 classes. On a réalisé des tests de validation avec 3 jeux de données, donc un Écossais de James Hutton Institute et 2 Français, le réseau des 500 parcelles et des données de l'association Noé. Puis on a eu des validations sur les insectes modèles,
taxons assez mobiles, papillons et abeilles sauvages, on n'a pas eu des choses très satisfaisantes avec un nombre quand même limité de données. Sur les plantes plus ou moins mitigées, on a eu des bonnes prédictions pour les micro-organismes et les vers de terre. En termes de corrélation, là, au niveau des différentes classes. Alors, en discussion, vous avez donc trois indicateurs, deux sur les systèmes de culture et un développé à l'origine sur les territoires, donc biodiversité NIVA. Donc, les biodiversité NIVA a été construit à partir d'un jeu de données et d'approches statistiques. Les deux autres, à partir de la biblio et l'expertise. Donc, 7 groupes taxonomiques agrégés, finalement, qui sont derrière la variable de biodiversité dans biodiversité NIVA. Pour les autres, de 5 groupes taxonomiques, ou même 6 si je distingue les plantes adventices et des zones semi-naturelles. 2 groupes dans Biosyscan, alors la particularité d'IBIO, c'est qu'il y a aussi des effets indirects qui sont pris en compte et des variables, un nombre croissant de variables de biodiversité NIVA sur la droite jusqu'à IBIO. Alors dans IBIO, on va jusqu'à demander la classe, le type de désherbage antigraminé et antidicotylédone ou total, et puis, si j'ai bonne mémoire, post-levé, prélevé. Donc, une approche assez plus fouillée au niveau agronomique. Et donc, des grands jeux de données. Donc, l'avantage de biodiversité NIVA, c'est que c'est basé sur un grand jeu de données, mais des relations stats avec des R2 de 0,10, un peu moins de 0,10. La validation dans eBio, elle est quand même mitigée pour certains groupes. Dans Biosyscan, on peut juste dire qu'elle a été comparée dans le GIS Revalim à des méthodes d'ACV. Mais elle n'a pas été, Biosyscan n'a pas été confrontée pour l'instant à un jeu de données mesurées. Et donc, ça, je vais passer parce que je n'ai pas le temps. En discussion, des propositions avec un gradient de complexité. Se pose la question de la qualité prédictive. En tout cas, il faut bien définir la situation d'usage, hein, les finalités, les utilisateurs et bénéficiaires, les échelles, les données disponibles. Il y a certainement de nouvelles bases de connaissances à intégrer quand on y travaille dans l'étude INRAE Biodiv Label actuellement, avec notamment le data paper de Bonfanti qui est en train de faire une méta-analyse des méta-analyses. On est en train de travailler à l'amélioration de biodiversité NIVA, d'en faire un tiers 2. C'est le projet prodige dans le méta-programme Biosphère. J'en parlerai bientôt. Se pose la question de méthodes adaptées pour l'ACV, c'est l'analyse de cycle de vie. Mais ça, c'est encore une question. Et puis, c'est des indicateurs qui pourraient être intégrés dans une plateforme de modélisation intégrée telle que Maïlia. Je suis en train nous sommes en train de déposer un projet à l'ADEME pour aller dans ce sens-là, pour une évaluation multicritère sur un paysage et pouvoir faire des modélisations dynamiques avec des sorties avec un indicateur de biodiversité. Et c'est IBIO qu'on voudrait utiliser. Et il me reste à vous remercier pour votre attention. Bah déjà, merci à tous d'être présents si nombreux aujourd'hui. Donc, l'objectif à travers ce webinaire, donc indicateur de biodiversité, bah, c'est de présenter un petit peu mes travaux de thèse et donc de notamment se focaliser un petit peu sur la plateforme Cassis que je vais présenter juste après. Donc, pour rappel, ma thèse porte sur l'effet de l'agencement spatio-temporel des systèmes agroécologiques sur les prédateurs généralistes et leur potentiel de régulation biologique. Donc, d'abord, je vais très succinctement vous présenter un petit peu le contexte parce que ça fait quand même pas mal de termes qui se promènent un petit peu et notamment d'essayer de mieux comprendre un petit peu tout ce qui est les interactions entre les systèmes agroécologiques et les prédateurs généralistes. Donc, pour faire un contexte très rapide, avant de rentrer plus précisément dans les indicateurs de biodiversité, on sait aujourd'hui que les prédateurs généralistes ont un rôle positif sur le contrôle biologique des ravageurs et sur les rendements, notamment par des méta-analyses qui visent justement à quantifier des années et des années de publication. Et on sait également que vis-à-vis des communautés, quand on s'intéresse un petit peu à la caractérisation fonctionnelle, on a également un effet positif de la diversité des stratégies de chasse, notamment des araignées, sur la régulation biologique.
On a également certains liens qui commencent à émerger vis-à-vis des liens entre ces prédateurs, les habitats qui sont fréquentés et les pratiques agricoles qu'on va retrouver, notamment avec une méta-analyse récente qui a quantifié l'effet positif des bandes fleuries sur l'abondance des prédateurs et sur leur potentiel de régulation biologique au champ. Et on tend également à avoir des effets négatifs du labour sur l'activité densité des carabes. Néanmoins, malgré, on va dire, ces grandes guidelines vis-à-vis des effets qu'on va retrouver sur ces prédateurs généralistes, on a des effets au champ qui demeurent assez variables et on a un contrôle biologique par conservation qui peine à s'implanter. Et cela peut notamment s'expliquer en fait, par un manque de compréhension des processus sous-jacents, notamment en fait, vis-à-vis de la dynamique de ces prédateurs généralistes. Donc, en premier temps, que ce soit vis-à-vis de l'hivernation de ces prédateurs au sein d'exploitations agricoles, donc notamment, on va dire, de la contribution des habitats semi-naturels, des parcelles, et d'essayer de discriminer un petit peu l'impact des pratiques au sein des systèmes de culture. Et également, vis-à-vis justement de la combinaison de ces pratiques agroécologiques qui sont souvent étudiées de façon individuelle, pour ensuite comprendre un petit peu mieux le flux des individus qu'on va retrouver au sein d'une exploitation et également de voir si justement on va avoir un effet immédiat de ces transitions agroécologiques sur les prédateurs généralistes ou si en fait on va retrouver un certain délai de réponse avant que justement les communautés commencent à répondre un petit peu à ces changements de pratiques. Donc pour s'intéresser à ces différentes thématiques qui sont donc listées par ces 4 points, je vais vous présenter 2 jeux de données. Donc les 2 jeux de données ont été collectés sur la plateforme Cassis que je vais présenter juste après. Donc en premier temps, un jeu de données qui a réalisé des suivis saisonniers donc sur plusieurs années sur la plateforme Cassis, donc qui va permettre de nous renseigner un petit peu mieux sur l'impact des combinaisons de pratiques agroécologiques et si justement après une transition agroécologique, on a une réponse immédiate des communautés ou si on a une réponse qui est assez différée. Et ensuite, un second jeu de données qui est donc un dispositif expérimental qui a été réalisé donc en 2023 et qui avait pour objectif de quantifier plus finement le flux des prédateurs généralistes entre habitats semi-naturels et systèmes de culture à l'échelle donc d'une saison culturelle et qui avait donc pour objectif de se focaliser un petit peu plus précisément, notamment sur l'hivernation et sur les flux d'individus. Donc, à travers ces 2 grandes parties, je vais essayer de vous présenter un petit peu les suivis de biodiversité qui ont été réalisés et d'évoquer un petit peu les avantages, les complémentarités et les inconvénients que certains suivis peuvent démontrer. Donc, en premier temps, pour vous expliciter un petit peu qu'est-ce que réellement justement cette plateforme Cassis. Donc, c'est une plateforme expérimentale qui a été mise en place en automne 2018. Et donc, c'est un système qui est conduit sans aucun produit phytosanitaire, donc depuis l'automne 2018, donc plus de pesticides, d'herbicides, de fongicides. On retrouve également 2 grands systèmes de culture, donc un système de culture en TS où on s'autorise encore le travail du sol profond, donc du labour jusqu'à 20 ou 25 cm de profondeur, et en plus une utilisation récurrente du travail du sol superficiel. Et on retrouve un second système de culture qui est le système de culture SD pour semi-direct, où là on ne s'autorise plus du tout le travail du sol profond et uniquement le travail du sol superficiel, mais qui est utilisé de façon très peu fréquente. Et en plus de l'installation donc de ces 2 systèmes de culture avec plus aucune utilisation des produits phytosanitaires, il y a 10 hectares d'infrastructures agroécologiques qui sont donc représentés en vert fluo, qui ont donc été implantés en bordure de parcelles. Donc on va notamment retrouver des bancs enherbés et des bancs fleuris. Donc, sur cette plateforme expérimentale, où une transition agroécologique a été réalisée en 2018, il y a des suivis de biodiversité qui ont été menés, donc qui sont assez larges. Mais aujourd'hui, on va plutôt donc, se focaliser sur les suivis biodiversité des prédateurs généralistes, donc notamment des carabes en premier temps. Et donc, il y a des suivis biodiv qui ont été menés sur les 2 systèmes de culture de Cassis, donc à la fois sur le système TS et sur le système SD. Et en plus, pour voir un petit peu ce qui se passe dans les environs, il y a justement plusieurs parcelles qui sont donc restées en agriculture conventionnelle, qui ont également été suivies. Donc, c'est la zone de Féné, où justement, on va en fait avoir de l'agriculture conventionnelle assez classique, avec toujours de l'utilisation des pesticides. On peut retrouver parfois des bordures pérennes et on a un travail du sol qui est toujours utilisé. Donc, l'objectif de ces suivis de biodiversité qui ont été menés justement sur Cassis et sur des parcelles qui sont restées en conventionnel, c'est d'essayer de quantifier un petit peu justement l'impact à l'échelle d'une exploitation agricole de la combinaison de pratiques agroécologiques sur l'évolution justement des communautés carabiques. Donc, notamment en comparant les systèmes SD, TS et une zone contrôle en Fené, où notamment on s'attendait, suite à la mise en place de cette transition agroécologique, d'avoir une réponse assez forte des communautés carabiques sur le système Cassis dû à l'arrêt d'utilisation des produits phytosanitaires et d'autant plus avoir une réponse qui soit plus positive sur le système SD que TS dû à l'arrêt du travail du sol profond qui va donc avoir un impact négatif sur l'activité densité des carabes. Donc l'objectif, c'est de quantifier un petit peu l'impact relatif de ces différents systèmes de culture
et également de quantifier si on va avoir une réponse dès la mise en place de la plateforme Cassis ou si ce n'est uniquement qu'au bout de 2 ou 3 ans qu'on va commencer à avoir une réponse émerger au niveau des communautés. Donc, pour vous présenter un petit peu concrètement ce qui a été réalisé sur ces suivis de biodiversité, donc qui sont réalisés à la fois au printemps et à l'automne, mais dans cette présentation, on va se focaliser que sur le printemps. Donc, en fait, il y a des suivis qui sont réalisés dans des cultures. Donc, un choix a été fait vis-à-vis de ces suivis, c'est d'avoir justement une culture fixe. Donc, en l'occurrence, chaque année au printemps, il y a uniquement des parcelles de blé qui sont suivies. Et donc, il y a des pièges qui sont placés à 10 mètres et à 50 mètres vis-à-vis de la bordure. Et donc, pour chaque parcelle, on va retrouver 4 pots barbeurs. Donc, on a pu également reconstituer un état pré, justement, Cassis, mais ça, je vais en parler juste après. Et ce qu'on voit, c'est que de façon générale, on a relativement peu de réplicas qui sont retrouvés sur les systèmes Cassis en SD et TS, dû au fait qu'on a un effet fixe dû à la sélection uniquement de parcelles de blé. Et donc, on a certaines années, et je vais y revenir juste après, où on a des échecs de culture, où tout simplement, on n'a pas de parcelles de blé qui se retrouvent dans un certain système de culture. Et donc, on a des années où on ne peut pas justement vraiment quantifier l'évolution de cette dynamique. Et donc, de façon générale, on a entre 2 et 4 réplicas à peu près par parcelle et par système de culture. Et donc, on a des données qui vont justement du premier printemps 2019 jusqu'au printemps 2023. Le choix qui a été fait au niveau justement de la méthode, ça a été en fait de pouler tous les pots barbeurs qui ont été posés à 10 mètres et à 50 mètres, parce que suite à des analyses multivariées, on a vu qu'on n'avait pas de différence en termes de composition de communauté. Donc en fait, on a poulé l'ensemble des pots pour avoir justement une valeur un petit peu moyenne de ce qu'on retrouvait en termes de communauté carabique. Et ensuite, on a deux sessions qui sont réalisées pendant justement la saison printanière, à savoir une session en mai et en juin. Mais suite à des analyses multivariées, on a vu qu'on avait également à peu près les mêmes communautés, donc on a décidé de tout pouler, en fait, littéralement. Donc, ce qu'on observe, c'est que assez classiquement, dans les pots barbeurs, donc, qui permettent donc, de capter de l'activité densité, on avait des communautés qui étaient justement représentées majoritairement par des espèces assez agrobiontes, justement, donc avec principalement du Brachypus crepicans, du Poecilus cupreus ou encore de l'Encomymus dorsalis. Et donc, pour vous présenter assez rapidement les données qui ont pu être extraites, donc en fait, ce qu'on voit sur la partie gauche, sur tout ce qui est printemps 2018, c'est quand la plateforme Cassis n'avait pas encore été implantée, c'est-à-dire que la transition agroécologique n'avait pas été réalisée. Et donc, suite à des travaux de thèse ou de stage, on a pu réussir à reconstituer justement un niveau de communauté carabique qui soit justement avant la transition qui a été réalisée. Et ensuite, pour chaque point qu'on retrouve en abscisse, on a les printemps de chaque année qui ont été suivis. Donc, ce qu'on observe de façon générale, si on prend système par système, c'est qu'au niveau du système SD, c'est que lorsqu'on compare justement l'abondance des communautés carabiques printanières pour chaque printemps, c'est que de façon générale, on n'a pas eu une diminution ni une augmentation justement de l'abondance des communautés de carabes avec un niveau de carabe pré-cassis et post-cassis qui n'est jamais différent. Pour le système SD, on voit que dès la première année de mise en place de Cassis, on a une chute en fait du nombre de carabes qu'on va retrouver sur les parcelles. Et ensuite, on a une année 2023 où on a des niveaux qui finissent par réaugmenter. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment un effet année ou non pour le moment. Mais on voit que le niveau de carabes en 2023, après 4 ans justement d'implantation Cassis, est similaire à ce qu'on retrouve sur l'état pré-Cassis. Et pour la zone contrôle donc de Fenay qui est représentée ici en bleu, on voit qu'on a une seule année où on a une explosion un petit peu de carabes qui était notamment caractérisée par une explosion de Brachypus crepitans. Mais on voit que sur les autres années, on a des niveaux de carabes qui sont relativement faibles. Et lorsqu'on s'intéresse depuis la transition de Cassis, on voit qu'en fait, on a un système SD qui tend à être un petit peu favorable, mais sur une seule année en 2021 par rapport au système TS et par rapport au système contrôle, mais on retrouve quand même une assez grande variabilité au sein du système SD. Et donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment de système Cassis qui tend à fortement se démarquer par rapport au système contrôle si on considère l'ensemble des années et si on compare également par rapport à ce qu'on retrouvait avant cette transition agroécologique. Mais la question qu'on se pose un petit peu, et c'était un petit peu, à mon sens, l'objet de cette présentation, c'était vis-à-vis de la fiabilité dans l'interprétation. Parce que comme j'ai présenté juste avant, on a des nombres de réplicas parcellaires pour donc, des parcelles de blé qui sont relativement faibles. Et donc, on se pose un petit peu des questions vis-à-vis de la fiabilité justement dans cette interprétation. On a des nombres de réplicas qui sont faibles. Dû aux rotations, on a des parcelles de blé qui ne sont pas identiques d'une année à l'autre. Et de plus, on a des suivis qui sont réalisés entre guillemets que, même si c'est déjà très bien, sur les mois de mai et de juin. Et donc, on n'a accès qu'à une certaine communauté de carabes.
qui n'est peut-être pas forcément la période la plus pertinente pour des prédateurs généralistes qui vont peut-être réaliser plus du contrôle biologique précoce et qui serait peut-être plus intéressant à caractériser pendant les mois d'avril ou de mai éventuellement. Et donc, je voulais prendre un petit peu de recul, notamment sur cet aspect de l'interprétation, notamment en prenant du recul par rapport aux avantages que peuvent conférer justement les fermes expérimentales. Donc, on retrouve à chaque fois en ordonnée la proximité avec le monde réel. Et on retrouve en abscisse sur le graphique de gauche justement la flexibilité qu'on peut avoir vis-à-vis du design. Et sur le second graphique, les risques de confusion qui peuvent être présents. Et on voit que de façon générale, les fermes expérimentales sont assez intéressantes parce qu'on a quand même une certaine flexibilité par rapport à l'accès au terrain, par rapport à justement certaines conditions qui peuvent être retrouvées dans une zone qui est assez restreinte. Et également, on a des risques de confusion qui sont assez faibles, dû au fait qu'on a également beaucoup de parcelles qui sont relativement proches. Donc, les avantages qu'on peut identifier par rapport à ce type de suivi, c'est qu'on a des parcelles qui sont relativement proches et qui sont assez accessibles, ce qui évite notamment pour les équipes de terrain de devoir partir aux quatre coins d'une région. On a des effets climatiques qui sont relativement similaires, vu que tout est relativement proche sur une même exploitation. Et généralement, ces plateformes expérimentales peuvent faire venir justement plusieurs projets, plusieurs scientifiques, ce qui permet également de coupler plusieurs dispositifs et donc d'avoir une vision qui soit plus globale pour caractériser un petit peu ce qui se passe. Les problèmes qu'on identifie aujourd'hui et justement qui ont été un petit peu mis en lumière par rapport à ce que j'ai pu présenter sur l'évolution des communautés de carabes, c'est par rapport aux hypothèses qu'on fixe au départ. Notamment, si on décide de fixer justement l'effet culture, étant cantonné à une exploitation agricole, donc qui est tout de même de 125 hectares, on va être limité par la disponibilité annuelle de certaines cultures et par certains échecs de culture. Notamment, on aurait pu également réaliser des suivis de biodiversité sur du colza, mais sans produits phytosanitaires, ça peut être assez difficile de les conduire. Et donc, on est naturellement limité par ce qui, justement, fonctionne bel et bien sur ce genre d'exploitation. Et donc, on voulait potentiellement aborder un point de discussion par rapport à ce genre de suivi et par rapport aux hypothèses qui sont faites au départ. Est-ce qu'il y a forcément un réel intérêt à avoir un effet fixe de la culture et surtout quelles hypothèses on met derrière cet effet fixe de la culture? Est-ce que c'est d'un point de vue de l'écologie chimique? Est-ce que c'est d'un point de vue des pratiques agricoles qui sont réalisées sur celle-ci? Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas justement étendre, étant limité à un certain territoire, à des cultures qui pourraient avoir des caractéristiques phénologiques qui sont proches ou également de faire des suivis à l'échelle d'une rotation culturelle pour justement avoir un nombre de réplicats qui soit un petit peu plus élevé. Donc, c'est des questions qu'on se posait un petit peu. Donc, de façon générale, en ayant justement cette conclusion que pour ces suivis long terme à l'échelle d'une exploitation, qu'il faut donc bel et bien considérer un petit peu cette balance entre les facteurs confondants et justement la puissance statistique qui nous permettra justement d'avoir une interprétation plus ou moins fiable. Donc ça, c'était un petit zoom que je voulais réaliser donc, sur ces suivis de biodiversité pluriannuels. Et donc, en complément, il y a un dispositif expérimental que j'ai mené donc, pendant ma première année thèse en 2023. Donc, sur la première partie que j'ai présentée, c'était plus centré sur tout ce qui était la combinaison de pratiques agroécologiques avec les systèmes SD et les systèmes TS, et notamment c'est un petit peu sur ces questionnements du délai de réponse. Et donc là, en second temps, on va plus se focaliser sur tout ce qui est la thématique de l'hivernation et du flux des individus, donc notamment avec un dispositif expérimental qui essayait de caractériser plus finement la dynamique spatio-temporelle de ces prédateurs généralistes. Donc, pour vous expliciter un petit peu plus finement ce qui a été réalisé, donc, on a réalisé des piégeages, donc classiquement via des pots barbeurs. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant avec les pots barbeurs, c'est que ça nous permet de caractériser les individus qui sont circulants, qui sont actifs, mais l'information qui est manquante, c'est sur le lieu justement d'hivernation, le lieu de reprise d'activité de l'individu qui a été piégé dans ce pot barbeur. On ne sait pas si sur un carabe qui a été piégé dans un pot situé dans la culture, s'il a hiverné dans cette culture ou bien s'il a hiverné dans un autre habitat et que par la suite, il y a eu dispersion. Donc pour cela, on a utilisé un autre piège en complément, qui sont donc des tentes émergences, qui sont en fait des petites tentes de 60 x 60 cm, qui sont hermétiques, qu'on enfonce dans le sol, et qui donc nous permettent d'avoir l'information sur un lieu de sortie d'hivernation. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a piégé à la fois dans un habitat semi-naturel, à savoir des bandes fleuries, de par le fait que les bandes fleuries sont très peu gérées, et donc on n'allait pas avoir justement des tentes qui allaient être déplacées puis remises. Donc, en fait, on a placé à chaque fois 2 pots barbeurs et 2 tentes à émergence dans les bandes fleuries et dans les cultures d'hiver, de façon à avoir pour chaque habitat une information sur l'activité densité et une information sur la reprise d'hivernation, histoire d'avoir une vision un petit peu plus fine de la dynamique spatio-temporelle de ces prédateurs généralistes, donc à savoir les araignées et les carabes. Et histoire d'avoir une vision la plus fine possible, on a donc réalisé ces piégeages de la sortie d'hiver du 1er mars jusqu'à la récolte des cultures au 4 juillet. Et donc, on a ouvert nos pots barbeurs une semaine sur deux pour ne pas piéger trop d'individus. Et par contre, les tentes d'émergence ont été ouvertes en continu
du début jusqu'à la fin du dispositif. Donc, pour rentrer un petit peu plus en détail, notamment vis-à-vis du type de piège et des communautés qui sont caractérisées, on trouvait ça intéressant de faire un petit focus là-dessus. Donc, au niveau des carabes, au total, on a piégé 16 000 individus et on a quasiment moitié d'individus qui ont été piégés dans les tentes à émergence, donc des individus qui ont été piégés en reprise d'hivernation. Et on a donc piégé le double d'individus dans les pop harbors, donc au total 10 000, qui étaient donc dans une phase d'activité densité. Et ce qui est intéressant avec cette complémentarité au niveau des pièges, c'est qu'on ne piège justement pas forcément les mêmes communautés et ça nous permet d'avoir des informations plus fines vis-à-vis des préférences envers certains habitats. Notamment donc, au niveau de l'activité densité, on voit que comme tout à l'heure, on a des communautés qui sont dominées par certaines espèces majoritaires, les Poecilus cupreus, les Brachyus crepitans, etc. Et on voit que pour ces espèces majoritaires, on a quand même tendance à les piéger au sein de ces tentes à émergence. Donc évidemment, dans des proportions qui sont moindres, dû au fait qu'on n'a pas justement cette activité, cette mobilité. Mais on voit que quand même, par rapport aux tentes qui ont été posées dans les cultures et dans les bandes fleuries, on arrive à les retrouver. Donc ça pourrait donner une certaine indication vis-à-vis du bouclage du cycle de vie dans les habitats sur lesquels on a pu poser nos tentes. Et également, on voit que certaines espèces, enfin notamment une qui est Trechus quadristriatus, qu'on a énormément piégé dans les tentes à émergence, mais qu'on ne retrouve quasiment pas, donc à moins d'1% dans les peaux barbares. Et donc, ça nous permet également de nous renseigner par rapport à certaines espèces qui pourraient justement être en reprise d'hivernation dans nos habitats d'intérêt, donc dans les cultures ou dans les bandes fleuries, mais qui par la suite ne vont pas forcément préférer ces habitats et qui vont donc se disperser dans d'autres habitats qui n'ont pas été piégés. Et notamment en faisant un petit focus par rapport à ces tentes à émergence, donc pour discriminer un petit peu mieux, en fait, au sein des tentes à émergence, on va retrouver un pot barbeur qui est placé à la base et également une fiole collectrice. Et en fait, si on s'intéresse un petit peu aux communautés qui ont été piégées à la fois dans ces pots et dans les fioles, on voit qu'en fait, on a également une petite différence en termes de communautés. Donc, on voit que pour les pots barbeurs qui ont été piégés au sol, on a quasiment les mêmes communautés que l'on retrouve pour les pots barbeurs, que ce soit en activité densité ou dans les tentes émergence. Par contre, au niveau des fioles, on voit que notamment Trécus, qu'on a piégé beaucoup dans les tentes émergence, en fait, on le retrouve quasi exclusivement dans les fioles, justement, de ces tentes, ce qui pourrait nous renseigner par rapport à ses capacités de dispersion, soit vis-à-vis de capacités à grimper justement sur les tentes et à pouvoir accéder aux fioles, soit par des capacités de dispersion vis-à-vis du vol, ce qui pourrait donc nous renseigner un petit peu mieux par rapport à ses préférences et par rapport à ses caractéristiques. Donc ça, c'était un petit focus par rapport aux communautés de carabes. On a également piégé des communautés d'araignées, donc avec quasiment les mêmes proportions, avec moitié moins d'individus qui sont en reprise d'hivernation par rapport à ceux qui ont été piégés au sein des peaux barbares. Et ce qu'on retrouve également, c'est que selon le type de piège, on ne va pas retrouver les mêmes familles. Notamment dans les tentes à émergence, on a une très forte prédominance des Linifidae, qui sont donc des toutes petites araignées, qui vont notamment réaliser des toiles en nappe. Donc, on a tendance à beaucoup plus les représenter au sein des tentes à émergence, de par le fait qu'on a posé nos tentes au début du mois de mars, mais que ce sont des espèces, enfin, c'est une famille plutôt, qui est capable de recoloniser les champs de façon plus précoce, notamment avec des toiles en nappe, et qui sont donc également moins mobiles et qui, de par leur toile, vont peut-être avoir moins tendance à tomber dans nos peaux barbeurs. Et à contrario, dans nos peaux barbeurs, on va de façon assez naturelle capter des espèces ou du moins des familles qui sont beaucoup plus actives, qui sont beaucoup plus mobiles, notamment avec la famille des lycos qui a été beaucoup plus piégée, notamment dans ces peaux barbeurs. Et donc, pour vous présenter les résultats de façon assez succincte, donc ce que j'ai représenté, c'est à chaque fois à gauche la comparaison sur justement l'abondance. Donc là, ici, on est sur les communautés d'hivernants pour à gauche les carabes et à droite pour les araignées, en discriminant selon les trois habitats qui ont été échantillonnés, donc à savoir le système SD sans travail du sol profond, le système TS avec travail du sol profond et nos bandes fleuries. Et ce qu'on voit, c'est que donc uniquement pour les communautés hivernantes, donc celles qui ont été piégées dans les tentes à émergence, on voit que pour les carabes, en fait, on a beaucoup plus de carabes qui ont été piégés en reprise d'hivernation dans les systèmes de culture, que ce soit en SD ou en TS, par rapport aux bandes fleuries. Donc, pas forcément un effet très positif de cet habitat semi-naturel pour la reprise d'hivernation des carabes. Par contre, pour les araignées, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas forcément de préférence d'habitat vis-à-vis de l'hivernation. On n'a pas de différence significative entre les systèmes SD, TS et les bandes fleuries. Donc, on voit qu'au niveau de la préférence à l'hivernation, selon les taxons considérés, qui font donc partie de cette même grande famille des prédateurs généralistes, on n'a pas forcément les mêmes préférences. Donc ça, c'était pour tout ce qui était les individus hivernants. Pour les individus circulants, donc c'est-à-dire ceux qui sont piégés dans les peaux barbeurs, donc des mesures d'activité densité,
On voit que pour les carabes, on a la même tendance que pour les communautés hivernantes. On a plus d'activité densité dans les parcelles que dans les bandes fleuries. Et pour les araignées, on voit qu'on a tendance à avoir un petit peu plus d'activité densité dans les systèmes avec travail du sol par rapport aux bandes fleuries, mais qu'on a autant d'activité densité dans les systèmes en semi-direct par rapport au système justement aux bandes fleuries. Et donc, pour essayer d'un petit peu mieux comprendre ce cycle de vie justement de ces organismes, donc ce que j'ai représenté, donc ça fait beaucoup de lignes, il faut se focaliser un petit peu sur ma voix. Donc, ce que j'ai représenté à chaque fois, c'est pour les espèces majoritaires, donc qui sont triées dans l'ordre décroissant, donc vis-à-vis de l'activité densité, c'est justement leur préférence vis-à-vis de l'hivernation et leur préférence vis-à-vis de la circulation, c'est-à-dire de l'activité densité. Donc, il ne faut pas se focaliser sur tout ce qui a un rapport avec les périodes, mais ce qu'on voit, c'est que de façon générale, pour les communautés donc d'araignées, pour l'hivernation, on n'a pas forcément de préférence envers un habitat. Et c'est ce qu'on observait tout à l'heure sur les graphiques. On a certaines espèces qui tendent à préférer les systèmes en semi-direct, d'autres les bandes fleuries et d'autres les parcelles avec travail du sol. Par contre, ce qu'on observe bel et bien, c'est que pour les circulants, pour ce qui est représenté à chaque fois en jaune ou en orange, c'est qu'on a une tendance à préférer justement les systèmes où on va retrouver ce travail du sol. Donc pas forcément de préférence pour l'hivernation, mais quand il y a dispersion ensuite, suite à la reprise de l'hivernation, les araignées ont tendance à préférer les systèmes avec du travail du sol. Tandis que pour les communautés de carabes, ce qu'on observe, c'est que pour les espèces majoritaires, donc les Cupreus, les Crépitans, les Dorsalis, on a tendance à avoir une forte préférence pour l'hivernation envers les systèmes en semi-direct. Mais par contre, ces espèces ne vont pas forcément en reprise d'activité après, c'est-à-dire donc en activité densité, avoir autant une préférence pour les systèmes en semi-direct. Et donc, ils vont tendre ensuite à se disperser autant entre les systèmes en semi-direct et les systèmes avec travail du sol. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour les deux taxons qui composent donc cette famille de prédateurs généralistes, on n'a pas forcément les mêmes préférences entre les deux habitats. Donc, c'est ce que je voulais un petit peu souligner à travers cette seconde partie. Donc, c'était donc en premier temps vis-à-vis du type de piège qui est utilisé pour les suivis de biodiversité. On ne va pas forcément capter les mêmes communautés si on utilise classiquement des pots barbeurs ou des méthodes un petit peu plus originales comme les tentes à émergence. Et donc, ça nous permet d'avoir une certaine complémentarité en termes d'information, c'est-à-dire avec les tentes émergence qui vont nous renseigner sur le lieu d'hivernation et les pots barbeurs plus sur les lieux d'activité de densité. On voit également qu'on peut avoir un petit peu des différences en termes d'utilisation des habitats pour deux taxons. Donc, on pourrait avoir un certain intérêt à aller caractériser plusieurs taxons, même si ça peut demander certaines compétences en termes d'identification qui ne sont pas forcément simples à avoir. Et ça nous permet également, avec justement ces suivis sur des processus un petit peu plus fins, de réaffiner certaines hypothèses, notamment sur les suivis biodiversité annuels sur Cassis. On discriminait les systèmes SD et TS pour de l'activité densité. Mais on voit qu'au final, pour les carabes, au niveau de l'activité densité, il n'y a pas forcément un impact fort des systèmes de culture. C'est plus au niveau des hivernants que cela va conditionner un petit peu ces différentes populations. Donc, ça nous permet de faire un petit peu le lien entre des suivis de biodiversité long terme et des suivis qui sont plus fins, plus centrés sur des processus qui nous permettent de réaffiner un petit peu certaines hypothèses générales qui ont été formulées. Voilà, j'espère que ça a pu vous donner une idée un petit peu plus large des différents suivis qui ont été réalisés. Merci pour votre attention.